C'est le dernier arrivé au sein de l'Union européenne. La Croatie a également franchi un pas pour adhérer à l'espace Schengen. Mais à l'heure où le reste des Balkans occidentaux semble à la traîne, le pays fait figure de success story. Mon invité aujourd'hui, le Premier ministre croate Andrej Plenković, pour évoquer les réussites de son pays, mais aussi les prochains défis qui attendent la Croatie et la région. Andrej Plenković, merci de nous accorder cette interview dans The Global Conversation. Merci beaucoup. Vous avez récemment obtenu le feu vert de la Commission européenne pour adhérer à l'espace Schengen. Pour beaucoup, cela a été une surprise car dernièrement, l'Europe semble se fermer. Craignez-vous que la route soit encore longue pour vous ? Eh bien, tout d'abord, la décision de la Commission européenne de Jean-Claude Juncker à Strasbourg la semaine dernière est en réalité le fruit de 4 années de travail acharné de la Croatie, qui remplit les critères au sein de 8 différents chapitres de ce qu'on appelle l'acquis de Schengen. Pour chacun de ces chapitres, nous avons affirmé notre volonté de faire partie de Schengen. C'était une évaluation technique très approfondie qui a été réalisée par les services de la Commission. Concernant le différend avec la Slovénie au sujet du golfe de Piran, la Slovénie a averti qu'elle pourrait opposer son veto à l'adhésion à l'espace Schengen si aucune solution n'était trouvée. En voyez-vous une dans un futur proche ? Tout d'abord, le différend frontalier entre la Croatie et la Slovénie est une question en suspens qui figure à notre agenda depuis 30 ans. Si cela avait été une des conditions pour que nos 2 pays adhèrent à l'Union européenne ou à Schengen, la Slovénie ne serait entrée dans aucun des deux. Nous avons la ferme conviction que l'adhésion de la Croatie à l'espace Schengen devrait être séparée de notre différend frontalier. Pour nous, c'est la baie de Savudrija, pour eux, c'est la baie de Piran. Mais en fin de compte, nous pouvons trouver une solution. Donc vous n'êtes pas inquiet ? Je suis confiant dans l'idée que nous pouvons trouver une solution. Ce que nous disons à notre voisin slovène, c'est « nous avons un problème, il y a des moyens de le régler et il faut que ce soit acceptable pour tout le monde, sans que cela n'ait un rapport avec nos ambitions concernant Schengen ». En Croatie, vous avez un littoral. Ici, en Grèce, il est difficile d'arrêter les bateaux de migrants en mer. Vous avez également 1300 km de frontières avec des pays qui ne sont pas membres de l'UE. Avez-vous envisagé des mesures spéciales pour protéger vos frontières ? Nous n'y avons pas seulement réfléchi, nous les avons même déjà mises en place. La Croatie a investi dans de nombreux moyens pour nos forces de police. Nous avons 6500 officiers de police entièrement formés et équipés pour protéger la frontière extérieure de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière de l'espace Schengen. Nous n'avons pas opté pour des murs ou des barricades, contrairement à d'autres pays, car nous avons estimé, vu nos relations avec la Bosnie-Herzégovine, que ce n'était pas un moyen adéquat de surveiller la frontière. Nous coopérons donc avec les services de police de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et du Monténégro. Certaines ONG affirment que vous y allez trop fort. Il y a eu des accusations de violences policières contre des migrants. Avez-vous enquêté sur ces allégations? Sont-elles vraies? Oui, absolument. Nous avons toujours respecté la loi. Nous avons respecté les règles, mais nous protégeons également notre frontière. Toutes les allégations que nous avons pu entendre ont fait l'objet d'une enquête. Jusqu'ici, en ce qui concerne le comportement de nos policiers, nous ne pouvons que louer leurs efforts pour surveiller non seulement la frontière croate, mais aussi celle de tous les États membres de l'UE qui sont avec nous. L'immigration est une inquiétude majeure en Europe. Est-ce la raison pour laquelle la Macédoine du Nord et l'Albanie n'ont pas pu accéder aux négociations d'adhésion? Nous avons eu le sentiment que les 2 pays ont fait beaucoup pour remplir les critères qui leur étaient demandés. Et c'est pourquoi la Commission européenne, comme dans le cas de la Croatie pour l'espace Schengen, a dit « Maintenant, c'est le moment d'ouvrir ces négociations d'adhésion ». Alors que s'est-il passé? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Quelques États membres ont fait leur propre analyse plutôt qu'une réelle évaluation de ce qui a été fait. Il y a eu des considérations générales vis-à-vis du processus d'élargissement dans son ensemble et du fonctionnement de l'Union européenne à 28 à l'heure actuelle.
Donc ce n'est pas seulement la France qui s'y est opposée. Non, il y avait aussi d'autres pays, malheureusement. Une poignée de pays, je dirais. Pouvons-nous savoir lesquels ? Eh bien, nous avons une règle non écrite selon laquelle nous ne devons pas divulguer le contenu des délibérations du Conseil européen. Je compte m'y tenir. Je pense que les médias ont plus ou moins identifié les pays qui avaient des réserves. Nous souhaitons parler à ceux qui ne sont pas convaincus. Nous souhaitons leur dire que c'est mieux pour la stabilité de la région, pour l'avenir des relations de voisinage en Europe, que le processus commence. Donc mon argument, c'était « donnons-leur une chance et entamons ce processus ». Et personne ne peut aujourd'hui prédire la durée de ce processus. Dans le cas de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, ne craignez-vous pas que l'histoire entre la Turquie et l'Union européenne se répète ? La Turquie semble maintenant très éloignée de l'UE et l'offensive turque en Syrie a démontré l'influence d'autres grandes puissances comme la Russie. Je ne pense pas que l'on puisse comparer la Macédoine du Nord et l'Albanie à la Turquie. La Turquie a une trajectoire très spécifique. Avec l'Union européenne, je pense qu'il faut structurer notre relation avec la Turquie en tenant particulièrement compte des ramifications potentielles d'une crise qui pourrait survenir au Moyen-Orient ou ailleurs et d'où pourrait découler une crise migratoire à l'avenir. Pensez-vous que c'est possible ? Je pense que ça devrait l'être. Vous héritez de la présidence du Conseil de l'Union européenne le semestre prochain. Vous aurez donc à gérer le dossier du Brexit. Espérez-vous une transition en douceur ? Avec le Brexit, rien ne s'est fait en douceur depuis plus de 3 ans maintenant. Il y a désormais de nouveaux problèmes liés à la date des élections. Au sein de l'UE, nous avons donné le feu vert au Royaume-Uni pour repousser la date du Brexit jusqu'au 31 janvier. Toutefois, avec un peu de souplesse, et si leurs procédures internes sont résolues, nous pouvons faire le nécessaire au niveau du Conseil et du Parlement européen et faire en sorte que le Brexit ait lieu un peu avant cette date. Nous nous en occuperons une fois que cela se produira et si cela se produit. Maintenant, avec tout ce dont nous avons été témoins, je ne veux pas m'avancer et prédire quelque chose que très peu de gens ont réussi à prédire. Prime Minister, thank you very much for this interview on Global Conversation. Thank you very much.